Bienvenue sur Lyon Télévision, le symbole de la nation. Merci de nous recevoir chez vous à la une de cette édition du 28 mai 2025. Il est désormais sous les verrous, c'est désormais connu et officiel. Le présumé assassin du petit Mathis Wafo Dagobert séjourne actuellement dans les quartiers de la prison centrale de Kondengui ici à Yaoundé. Notre reporter vous relatera le récit de son transfert qui s'est vécu ici dans la ville de Yaoundé dans quelques instants. Et puis dans l'actualité, nous parlerons évidemment de ce qui gêne les Camerounais, surtout faisons un zoom sur l'arrondissement de Nkola-Famba où les débits de boissons et les buvettes dont les toilettes sont quasi absentes. Le constat est donc frauduleux, le constat est très alarmant. Notre reporter Pierre Ngati s'est baladé dans l'arrondissement de Nkola-Famba. Il a recueilli les points de vue de ces Camerounais qui souffrent et qui sont exposés à certaines maladies. Les toilettes qui sont véritablement un casse-tête chinois dans l'arrondissement de Nkola-Famba, ce sera le récit de notre reporter Pierre Ngati. Et puis vers la fin de ce 19h30, nous vous annoncerons la sortie officielle prévue pour le 11 juin prochain du film ou du projet baptisé Indomptable, dont le réalisateur n'est qu'autre que Thomas Guidjol, français d'origine camerounaise. Il a annoncé suite à sa présence au Festival de Cannes qui se tient à Paris en ce moment la sortie prochaine de son nouveau film baptisé Indomptable. Ce sera donc l'actualité en culture vers la fin de cette édition. C'est tout pour le sommaire. Le développement de toutes ces nouvelles, c'est dans quelques instants. Il est désormais sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui ici à Yaoundé. Le dénommé Wafo Dagobert, présumé assassin du petit Mathis de 6 ans, ce mardi était donc l'occasion de procéder à son transfert dans la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Le film de ce transfert est relaté dans ce récit que vous propose tout simplement Mimi Rose Bidan. C'est désormais connu de tous, le transfert du présumé assassin du petit Mathis, le dénommé Dagobert Noifeu. Âgé d'une soixantaine d'années, le père de l'idole a été déféré et incarcéré ce mardi 27 mai 2025 à la prison centrale de Kondengui, dans le 4e arrondissement de Yaoundé, à bord d'une voiture banalisée. L'on se souvient encore que c'était le 10 mai dernier que Dagobert a lâchement ôté la vie du petit Mathis, âgé seulement de 6 ans, à l'aide d'un couteau, suite à une altercation avec le père du défunt au quartier Ngoekele à Yaoundé. Une situation qui a indigné tous les Camerounais du 4 coins du monde, au rang desquels Alox le Viper et quelques membres du gouvernement avec leurs différentes sorties sur les réseaux sociaux et autres moyens de communication pour réclamer la justice face à cet acte odieux. Même si l'assassin a tenté de nier les faits l'inculpant au drame en véhiculant l'idée d'une probable amnésie sélective, c'est après plusieurs comparaisons au parquet, au complément d'informations et du rapport de l'autopsie, que le procureur a finalement décidé de placer Sir Wafo Dagobert sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui en attendant le jugement final. Rendu à la 6e édition du concours national d'hygiène et salubrité ville propre qui a donc permis au département du Oignon, région de l'Est Cameroun, de connaître son représentant dans ce concours au niveau régional. Sans surprise, c'est encore une fois de plus la dynamique commune d'Atok qui rafle la mise et les lauriers. Le compte rendu de cette actualité avec notre correspondant depuis la région de l'Est Cameroun, le jeune Bélé. Sous l'œil attentif de monsieur le préfet du département du Oignon, Joseph Bertrand Maché, les communes d'Abomban et d'Atok ont défendu leur rapport d'activité en matière d'hygiène et salubrité dans le cadre de la 6e édition du concours national Ville Propre organisé par le ministère de l'Habitat et du Développement Urbain en partenariat avec ONU Habitat. La salle de conférence des services de la préfecture d'Abomban ce jeudi 22 mai 2025 a servi de cadre solennel à cette évaluation marquée par les plaidoyers passionnés de chaque maire. Avec rigueur et éloquence, les magistrats municipaux
municipaux ont exposé les efforts de leurs collectivités respectives pour améliorer la physionomie urbaine, renforcer l'implication citoyenne et organiser des campagnes de propreté régulières. Au terme des délibérations du jury restreint, les résultats ont été rendus publics et la commune d'Abombang s'en sort avec 59,62 sur 100 et la commune d'Atok 72,80 sur 100. Une performance remarquable pour la commune d'Atok qui se positionne en tête et semble bien partie pour représenter valablement le Oignon, ceci à l'échelle nationale comme elle l'a fait à la dernière édition. Rappelons que les critères de notation oscillaient autour de la physionomie générale, la propreté et l'esthétique urbaine, l'implication de la commune sur le terrain, l'organisation et la participation aux activités citoyennes. Au cœur de ce concours, l'objectif reste clair, inculquer la culture de la propriété, favoriser la mobilisation citoyenne et améliorer le cadre de vie des populations. Avec l'appui stratégique d'ONU Habitat, cette initiative du gouvernement camerounais s'inscrit dans une vision durable de modernisation urbaine au Cameroun. La commune d'Abombang, qui n'a pas démérité, devra s'aguerrir davantage pour la 7e édition. La mobilisation reste donc de mise, alors que les communes affûtent leur stratégie pour les prochaines étapes de ce concours. Rendez-vous est pris pour l'étape régionale à l'est du Cameroun. 9h passées de 37 minutes, vous faites bien de regarder le 19h30 sur les antennes de Lions Télévision, le symbole de la nation. Ouvrons à présent la page étrangère, direction Moscou. Malgré les appels à la trêve et une proposition de cessez-le-feu de 3 jours motivée par des raisons humanitaires, la Russie a rejeté l'initiative, provoquant ainsi à l'intensification des attaques menées par le pays de Zelensky. Les forces ukrainiennes ripostent avec vigueur, déterminées à sauvegarder et à défendre leur territoire. Voici les détails que vous propose tout simplement dans cet élément nos correspondants RTTV. La nuit du 7 au 8 mai, le cessez-le-feu de 3 jours proposé par le président russe pour des raisons humanitaires à l'occasion du 18e anniversaire de la Grande Victoire devrait entrer en vigueur. Cependant, ce nouveau geste de Moscou en faveur de pourparlers de paix a été rejeté par Kiev. Cherchant à tout prix à perturber les célébrations du jour de la victoire, le régime de Kiev a même intensifié ses attaques. Les habitants de la région de Bryansk, dont les territoires sont situés dans la zone frontalière et sont ciblés d'attaques massives et continues, subissent en situation particulièrement difficile. En réponse aux actions de bonne volonté de la partie russe, le régime de Kiev a entrepris une tentative de frappe massive sur notre région. Depuis hier soir et au cours de la nuit dernière, nos militaires ont détruit plus de 140 cibles aériennes, dont un missile de croisière. Grâce au professionnalisme de nos vaillants défenseurs, toutes les attaques ont été repoussées, toutes les cibles ont été détruites. Au cours des dernières 24 heures, le régime de Kiev, malgré la trêve annoncée par notre pays, a effectué 66 frappes sur des localités des zones frontalières. Alors que Zelensky annonce ouvertement sa volonté de frapper Moscou lors des célébrations du jour de la victoire, Washington envoie des signaux contradictoires. L'envoyé spécial du président américain, Kate Kellogg, a déclaré ce mardi que Kiev était prête à en cesser le feu de 30 jours et souhaitait geler les hostilités le long de la ligne de front actuelle. Vous dites aux Ukrainiens que c'est l'une des choses qui évoluera au fil du temps. Si vous mettez en place un cessez-le-feu, les terres qui vous appartiennent, les terres pour lesquelles vous vous êtes battus, ce sont vos terres à ce moment. Ce qui se passera plus tard, dans 5 ou 10 ans, sera différent. Donc geler tout sur les positions actuelles ? Exactement. Les Ukrainiens veulent maintenant un gel, un cessez-le-feu comme je l'appelle. Au fil du temps, ils aimeraient créer une zone démilitarisée de 15 km du côté ukrainien et de 15 km du côté russe. Une zone de 30 km qu'on peut observer. Toutefois, selon le porte-parole du Kremlin, la Russie n'a reçu aucune indication de la part du régime de Kiev quant à sa prétendue volonté d'établir une zone démilitarisée le long de la ligne de front. Malgré cela, Dmitry Peskov a souligné que la proposition du président russe d'un cessez-le-feu de 3 jours restait en vigueur. Le ministre russe des Affaires étrangères a également commenté les propositions de règlement du conflit soi-disant formulées par Kiev. Selon lui, un cessez-le-feu et le gel des hostilités ne seraient pas suffisants pour assurer l'instauration d'une véritable paix. Une solution durable à ce problème ne peut pas être assurée uniquement par un cessez-le-feu ou la suspension des hostilités sur la ligne de front. Pour établir une paix solide, il est nécessaire d'éradiquer les causes profondes du conflit. Il faut avant tout éliminer les menaces à la sécurité de la Russie, résultant de l'expansion de l'OTAN vers l'Est et des tentatives de faire entrer l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique. Il est également important d'obtenir le respect absolu des droits de l'homme sur les territoires contrôlés par le régime de Kiev, dont la politique,
après le coup d'État de 2014, consiste à éliminer tout ce qui est en lien avec la Russie et le monde russe, la langue, la culture, les traditions russes, l'orthodoxie canonique et les médias russophones. Alors que la Russie maintient son offre de trêve de 3 jours, le rejet de l'Ukraine et l'intensification des attaques, accompagnés de messages antinomiques de Washington, jettent le doute sur l'existence d'une voie immédiate vers la paix. L'incapacité de Kiev à maintenir ne serait-ce qu'un cessez-le-feu de 3 jours sape la crédibilité de sa demande d'une trêve de 30 jours qui pourrait n'être qu'une nouvelle supercherie destinée à permettre aux forces ukrainiennes de se regrouper et de se réarmer. L'actualité en France en ce moment, le président français Emmanuel Macron reçoit le chancelier allemand Friedrich Merz pour renforcer ses liens entre les deux pays et définir de nouvelles perspectives pour l'Europe. Cette rencontre symbolise entre autres la volonté de la France et de l'Allemagne de travailler de concert et de travailler ensemble pour relever les défis communs et les défis pour le continent. Reportage. Les dés sont jetés. Le Rhin est traversé par le chancelier allemand Friedrich Merz, qui effectue sa première visite officielle à l'étranger, à Paris, pour rencontrer Emmanuel Macron en vue d'un renouveau ambitieux dans les relations franco-allemandes. Devant les journalistes, Emmanuel Macron et Friedrich Merz se sont montrés d'accord pour stimuler les relations bilatérales entre les deux principales économies de l'Union européenne à tous les niveaux. C'est pourquoi Emmanuel Macron et moi nous sommes mis d'accord sur un nouveau départ franco-allemand pour l'Europe. Nous donnerons un nouvel élan à l'amitié franco-allemande et nous approfondirons notre coopération à tous les niveaux. Nous développerons également de nouveaux formats, comme l'UE3 et le Triangle de Weimar. À l'ordre du jour, le lancement d'un conseil de défense et de sécurité franco-allemand et d'un programme bilatéral d'innovation de défense. Tout cela dans le cadre de la militarisation de l'UE. Paris et Berlin voulant devenir la locomotive de la machine militaire européenne. Dans une perspective plus globale, les deux dirigeants ont discuté de la détérioration de la situation dans la bande de Gaza et ont appelé à la retenue dans les tensions entre l'Inde et le Pakistan. Côté Ukraine, Macron et Merz restent les principaux alliés du régime de Kiev. Friedrich Merz affichait déjà son hostilité envers Moscou avant son élection. Il avait précédemment promis de livrer à l'Ukraine des missiles allemands Taurus de longue portée. Toutefois, cette question continue de traîner en longueur. Le ministère russe des Affaires étrangères note à son tour qu'une telle mesure n'aidera pas le régime de Zelensky. Quant aux menaces de fournir à Kiev des missiles de croisière de longue portée Taurus, comme cela a déjà été dit, ce n'était pas par hasard si toute une série de conditions accompagnaient cette intention. Il faudra qu'elle soit discutée avec les futurs partenaires de la coalition gouvernementale, avec le Bundestag, avec les alliés et les partenaires dont certains ont des opinions radicalement différentes à ce sujet. D'ailleurs, comme le montre l'expérience de la fourniture de véhicules de combat d'infanterie allemands Puma et des chars Léopard, aucun Taurus ne sauvera le régime de Zelensky. Après son dîner avec Macron, Merz se rendra à Varsovie pour s'entretenir avec son homologue polonais Donald Tusk. Paris et Berlin veulent se réaffirmer comme les principaux moteurs de l'Europe. Mais les problèmes politiques internes des deux pays freinent cette ambition et fragmentent de plus en plus l'UE. Aujourd'hui, les deux principales puissances industrielles de l'Europe ont voulu se montrer plus sûres d'elles que jamais en suivant une voie commune vers la militarisation. On reste toujours en France pour parler de cette manifestation. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a appelé à des manifestations dans toute la France. Question pour dénoncer les politiques du gouvernement. Les manifestants, autant pour nous, ont défilé dans les rues pour exprimer leur mécontentement et soutenir les revendications du parti. Suivons donc plutôt ce reportage que signent tout simplement nos correspondants RTTV.
C'était ce 30 avril. Bruno Retailleau, ministre français de l'Intérieur, annonçait engager plusieurs procédures de dissolution contre différentes associations et groupuscules du pays. Dans la ligne de mire du locataire de la place Beauvau, Lyon Populaire, affilié à l'ultra-droite, mais aussi le groupe Urgence Palestine, association de défense des droits des Palestiniens, fondée par des Palestiniens exilés et leurs sympathisants, ou encore la Jeune Garde antifasciste, fondée en 2018 par le député LFI Raphaël Arnaud. Il n'en a pas fallu plus pour provoquer l'ire de l'ultra-gauche française, qui s'est rassemblée ce 6 avril dans la capitale avec la participation remarquée de plusieurs figures politiques françaises, dont le chef de file de LFI, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Raphaël Arnaud, porte-parole de la Jeune Garde. Pour nous, la Jeune Garde, c'était une victoire immense. C'est qu'à Lyon, ville où l'extrême droite était implantée depuis au moins une dizaine d'années, on avait réussi à fermer, et ce depuis juin 2024, l'ensemble des locaux néo-nazis dans la ville. Aujourd'hui, cette ville est assainie, et c'est une victoire immense que d'avoir porté cette lutte. Que Bruno Retailleau et autres gesticulateurs d'extrême droite le merdent bien dans leur petite caboche. Notre jeunesse est prête et sera au rendez-vous pour ce combat. Vive la Jeune Garde, vive Urgence Palestine, que vivent nos combats, à la lutte camarades. Lors du rassemblement, Jean-Luc Mélenchon n'a pas mâché ses mots. Il a notamment accusé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau de soutenir l'extrême droite et a accusé le président français Emmanuel Macron d'autoritarisme. Il n'est de maître ni de race supérieure l'une par rapport à l'autre qui peut s'arroger le droit de tuer, tuer et tuer sans merci quand on n'est pas d'accord avec. Ce message politique qu'il adresse au peuple français, c'est qu'en face d'un assassinat de cette nature, il soutient l'extrême droite en la réconfortant, en dissolvant une association antifasciste. Depuis que M. Macron est au pouvoir, il y a eu 33 lois sécuritaires en 8 ans. C'est-à-dire le tiers de celles qui ont été votées depuis maintenant plus de 30 ans, où l'on multiplie les lois sécuritaires. Dans un pays libre, il n'y a pas d'autre autorité que l'autorité consentie. Plus elle sera imposée de force, moins elle sera l'autorité, plus elle sera l'autoritarisme. Pour rappel, Bruno Retailleau avait martelé que par ces dissolutions, il cherchait à traquer les islamistes. Il est également revenu sur la cause des Palestiniens, appelant, voici ses mots, à ne pas la défigurer. Ceci alors que, toujours selon le ministre de l'Intérieur, la foi musulmane... L'actualité toujours en France, c'est justement ces faits de société. La France est tout simplement confrontée à des inégalités croissantes sur son territoire qui menacent, autant pour nous, sa cohésion sociale. Pour y remédier, plusieurs solutions sont envisageables. Le pays mise sur le travail et l'innovation pour réduire de manière considérable le chômage et promouvoir l'égalité des chances et réduire un tant soit peu la disparité économique et sociale. Les précisions dans ce reportage que signent tout simplement nos correspondants RTTV. La France vieillit, en particulier la génération du baby-boom, celle qui a connu les 30 glorieuses, les années d'après-guerre de forte croissance économique. Et cette génération va peu à peu s'effacer et transmettre par l'héritage ses richesses accumulées. Mais voilà, toutes ces richesses seront distribuées d'une façon loin d'être équitable. Les héritages ont en effet tendance à accentuer les disparités existantes au sein de la société. Cette richesse va favoriser en premier lieu la population la plus riche en France, c'est-à-dire, pour que vous compreniez bien, il y a à peu près 1% des plus riches qui possèdent en fait l'essentiel de la richesse française. C'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Donc oui, c'est quelque chose qui va d'abord favoriser les populations les plus riches qui composent la population française. Dans le même temps, le patrimoine des Français provient désormais majoritairement de l'héritage et non plus du travail, comme cela a été le cas pendant près d'un siècle. Et c'est un changement radical de paradigme. Que la domination de l'héritage sur le travail comme source de richesse bloque l'ascenseur social. Contrairement à la période des 30 glorieuses, 1945-1975, où la mobilité sociale était favorisée par une forte croissance économique et des politiques redistributives, le hasard de la naissance redevient le principal déterminant de la richesse. Cela alimente un sentiment d'injustice et de ressentiment, notamment parmi les classes moyennes, qui peinent à accumuler un patrimoine significatif par leur travail.
Mais pour autant, difficile de remettre en cause ce droit à l'héritage, en alourdissant par exemple la fiscalité sur les successions. Car tous les sondages le montrent, bien qu'il ne s'applique que dans relativement peu de cas, l'impôt sur les successions est le plus détesté de tous. Nous sommes face à des réflexes irrationnels. Cette question relève des tripes. La France est censée être le pays de l'égalité. Et pourtant, les Français s'indignent très peu des inégalités liées à l'héritage. Ceux qui sont fortunés font tout pour contourner l'impôt via des conseillers fiscalistes. Ceux qui ne le sont pas se disent que peut-être ils auront un jour beaucoup à transmettre. Et pourtant, les montants globaux sont faramineux et vont l'être de plus en plus. Et donc d'ici 2040, environ 9 000 milliards d'euros de patrimoine seront transmis, soit 677 milliards d'euros par an. C'est un véritable record. C'est le plus grand transfert de richesse de l'histoire française. Et sur ces montants colossaux, seuls 20 milliards d'euros reviennent à l'État, donc à la collectivité, sous forme de droits de succession. Et à l'heure où l'État français cherche fébrilement plusieurs dizaines de milliards pour répondre à son déficit budgétaire chronique, mais aussi pour se réarmer, financer la transition écologique, relancer les services publics, qui dit qu'ils n'iront pas malgré tout voir aussi de ce côté-là. Merci de regarder Alliance Télévision, le symbole de la nation. À présent, ouvrons la page culture avec cette actualité. C'est avec ces magnifiques images que vous verrez tout simplement à l'écran des cinéastes, d'une quinzaine de cinéastes au festival Cannes qui se tient depuis un peu plus d'une semaine ou deux du côté de Paris. Cannes avec la Rédac vous invite tout simplement le 11 juin prochain au cinéma pour découvrir le titre insolite Indomptable du réalisateur français d'origine camerounaise Thomas Guidjol. On le connaît avec ses différentes sorties pour titre Le Crocodile du Botswana, et puis il y a également ce titre éponyme, le président comme je le disais, entre autres, le titre Fast Live avec une insolite qui nous permet tout simplement d'avoir un regard plutôt particulier sur les différentes façons que les jeunes Africains peuvent rêver pour leur avenir, rêver pour leur devenir. Dans cet élément également culture, le réalisateur s'est renouvelé, il s'est transformé. Il propose entre autres ce titre éponyme Indomptable. Oui, plusieurs Camerounais peuvent s'identifier à travers ce titre proposé par Thomas Guidjol, qui revient sous une autre casquette. Cette fois-ci, on le verra sous la casquette d'un inspecteur de police, un commissaire de police, un enquêteur. C'est quelques indices que vous pouvez déjà avoir entre-temps sur la grande annonce, la grande affiche qui est tout simplement annoncé depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. C'est définitivement connu, la date est officielle, le 11 juin prochain en salle de cinéma, tout le monde pour apprécier et regarder avec beaucoup d'admiration cet autre produit, cet autre film projet cinématographique proposé comme ceci par Thomas Guidjol. Oui, il a également collaboré avec plusieurs acteurs, comédiens de l'Afrique et du monde, entre autres le comédien ivoirien Michel Gou et Digbe Cravate qui apparaissent dans plusieurs de ses créations. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Parlons, je vous les ai annoncés justement en sommaire à l'entame de cette édition du journal présenté, les buvettes de la ville de Nkola-Famba. Nous sommes là dans la région du centre Cameroun, plus précisément dans le département de la Mefou et à Famba. Plusieurs consommateurs sont donc dans l'émoi et donc écrits aux abois avec cette constitution qui est tout simplement plonge le regard de plusieurs Camerounais dans une impasse. C'est un client qui s'habitue à fréquenter ces buvettes et ces milieux où l'on peut consommer l'alcool à profusion, s'inquiète sur l'absence totale des toilettes,
dans certaines buvettes et dans certains points de consommation d'alcool. C'est souvent les clients qui sont entre autres victimes des infections dans les toilettes et qui ne sont pas toujours, lorsqu'elles sont véritablement présentes, surtout très aménagées. Ces personnes et ces clients crient au ras-le-bol et invitent les promoteurs de ces buvettes à s'améliorer. Voici l'enquête réalisée pour vous par notre reporter Pierre Ngati qui a tout simplement présenté les faits dans certains coins de la ville. Reportage. Véritable lieu de consommation et de divertissement, les buvettes d'Nkola Famba, localité située dans la région du centre, présentent une menace sanitaire souvent ignorée par le grand public. De nombreux clients dénoncent l'état déplorable des toilettes dans ces établissements, pointant du doigt une insalubrité chronique qui persiste malgré les plaintes répétées. Les bars, donc, il y a parfois même certaines personnes qui font l'effort de les entretenir, mais d'autres quand ils viennent, ce n'est pas vraiment ça. Mais c'est peu agréable. Mal entretenues, parfois même hors d'usage, les installations sanitaires exposent les consommateurs à divers risques de contamination. Entre mauvaise odeur, absence d'eau, de savon et manque d'entretien régulier. L'expérience sanitaire dans les buvettes frôle l'indignité. Le danger est bien réel, mais il reste largement sous-estimé. Dans les bars, restaurants et autres, beaucoup de personnes utilisent les toilettes. C'est un espace public. Et maintenant, le fait que les toilettes ne soient pas entretenues, ces usagers s'exposent à de nombreuses infections, telles que les infections urinaires. Parce que le fait déjà d'utiliser les toilettes ne sont pas entretenues, tout ça là, il y a des microbes qui s'y trouvent. Le fait déjà d'aller utiliser, on s'expose aux infections urinaires. Bon, déjà, pour prévenir ou bien pour minimiser le risque de ces infections, les tenanciers ou encore les propriétaires des bars, restaurants devraient mettre à la disposition des usagers des produits antiseptiques tels que les gels hydroalcooliques, de l'eau de javel et beaucoup plus avoir de l'eau courante dans leurs toilettes. De telle enceinte qu'après usage, l'usager puisse chasser ou bien encore utiliser de l'eau pour ne pas laisser les dépôts. Là au moins on sera sûr qu'on aura minimisé les risques d'infection, pourquoi ne même pas éradiquer? Face à ce manque criard d'hygiène, certains clients préfèrent éviter les toilettes de ces établissements. Résultat de course, beaucoup se voient contraints de se soulager à l'extérieur, dans les rues ou derrière les bâtiments. Cette pratique, en plus de constituer un acte d'incivisme, les expose à d'éventuelles agressions, notamment en soirée lorsque l'éclairage public fait défaut. On se retrouve parfois, c'est à rue qu'on va se mettre à l'aise. Et quand on va se mettre à l'aise, on peut nous agresser. Tu as ton petit 10 000 dans la poche, on arrache. Il devient urgent que les autorités locales et les responsables municipaux prennent leurs responsabilités. Une collaboration active entre pouvoirs publics, propriétaires des buvettes et services d'hygiène s'impose pour restaurer un minimum de sécurité sanitaire. La santé et la dignité des clients en dépendent. Et c'est avec cette information que nous refermons cette édition du 19h30 préparée avec l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention. Un bonsoir particulier aux populations de la vallée du Nthème, c'est le département dans la région du sud de Cameroun. Nous sommes bel et bien ici dans le 237. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur Lyon Télévision, le symbole de la nation. Bonsoir à tous.